Comment devenir un supply chain manager, un expert, un leader? Eh bien, dans cette masterclass complète, je vais vous dévoiler la stratégie pour déjà identifier votre job de rêve, les diplômes et certifications stratégiques, les entreprises et secteurs d'activité que je recommande, les 13 compétences stratégiques que je recommande de se former, donc 4 qui ont vraiment changé ma vie, les meilleurs parcours et aussi les erreurs de parcours à éviter, et la stratégie complète pour booster votre carrière et obtenir le salaire que vous méritez. Je vous partagerai les 7 piliers que j'ai mis 15 ans à identifier pour vraiment devenir un expert, un leader ces 15 dernières années. Et je vous invite vraiment de le regarder jusqu'au bout parce que une petite décision aujourd'hui peut avoir de grandes conséquences avec l'effet cumulé. Donc profitez bien et mettez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur le tout début. Le tout début, c'est mes rêves d'enfant. Mes rêves d'enfant, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Je vais être honnête avec vous, je voulais pas travailler en supply chain. C'était pas un truc qui était super clair pour moi quand j'étais, petit. Parce que il y avait des personnes qui m'inspiraient. J'avais d'abord une bande dessinée qui s'appelait Largo Winch. Donc c'est simplement un milliardaire, aventurier, très juste, voilà, qui est toujours partant pour une aventure. Donc c'était un peu mon modèle, tu vois? Tout simplement un milliardaire aventurier. Je sais pas si vous connaissez? Vous pouvez mettre aussi voilà, dans le chat, c'était quoi votre rêve d'enfant? Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez enfant? J'étais beaucoup inspiré, moi je jouais pas mal au tennis, je voulais être, voilà, gagner, Roland-Garros comme tous les Français. Je voulais, aussi être aussi innovateur que Steve Jobs. Je voulais, aussi déjà devenir un surfeur, mais j'ai mis du temps avant de démarrer. Et je voulais être aussi un chef parce que j'adore manger. Franchement, j'adore manger. Pour moi, manger, c'est la vie. Et donc, voilà, je voulais être un chef aussi. Donc ça, c'était mes rêves d'enfant. Médecin, businesswoman, footballeur pro, pilote de chasse. Pierre-Yves, tu es est-ce que tu es pilote aujourd'hui au moins? Pilote militaire, on a pas mal de pilotes dans la liste. Pilote de F1, c'est pas mal aussi, il y en a que 20. 20, 18, je sais plus combien il y en a. Pilote d'hélicoptère, il y a beaucoup de pilotes, hein. Footballeurs et hommes d'affaires, Gérald, pas mal. En tout cas, mes rêves ont fini par évoluer. Est-ce que je suis devenu trop sérieux? Mais mon job de rêve à 20 ans, c'était devenir trader. J'étais très fort, j'ai toujours grâce à ma maman, je suis très fort avec les chiffres donc voilà, je comprends vite si l'entreprise elle marche pas et donc écoutez, je voulais être trader et vous voyez, je trouvais pas qu'il y ait une ressemblance entre moi et le loup de Wall Street, au moins la cravate et donc voilà, c'était un peu mon objectif. J'ai fait une école, voilà, j'ai fait une école d'ingénieur de commerce mais moi ce que j'aimais bien, c'est comprendre un peu, les marchés. Et voilà, et donc en gros, j'ai fait une des bonnes écoles en France, je vous donnerai, le détail après, mais j'ai pas fait la meilleure école en France. J'ai pas fait Polytechnique, par exemple, ou les mines de Paris et en gros, j'ai gagné un concours avec, mes collègues de promo, c'était le concours d'affaires le plus prestigieux en France, qui s'appelait Winstrat à l'époque. On a quand même gagné 8 000 € et ce concours était sponsorisé par une grande banque d'affaires qui s'appelle la Société Générale et donc j'étais tout content avec mon trophée d'aller voir cette banque qui proposait justement, des stages et des opportunités en trading à New York et en gros, ils ont tout simplement dit que je ne faisais pas partie de ces 3 écoles pour devenir trader. Donc mon rêve de devenir trader s'est écroulé et un peu comme la série, Suits, je ne sais pas si vous connaissez cette série où, vous avez, voilà, Mike, un jeune qui n'est pas diplômé d'Harvard et qui veut vraiment devenir un avocat d'affaires, respectueux. Eh bien, il ne peut pas et on lui dit: «Bah, tu ne pourras jamais être un avocat d'affaires». Moi, c'est pareil, on m'a dit: «Tu ne pourras jamais être, trader, Édouard, parce que tu n'as pas fait la bonne école en France, pour ça». Donc j'étais, mon rêve, en tout cas mon rêve de 20 ans, je ne sais pas si c'était vraiment un rêve ou est-ce que j'étais influencé par, ce que je voyais dans les médias ou peut-être autour de moi, mais voilà, on m'a dit: «Bah, c'est pas possible». Comme, il y a quelqu'un qui voulait être pilote de chasse, peut-être qu'on lui a dit: «Tu pourras pas être pilote de chasse». Heu et donc j'ai quel âge? J'ai 37 ans aujourd'hui, je vais revenir dessus. Mais j'étais un peu, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui déjà, c'est que j'étais quand même perdu sur ce que je voulais faire, tôt dans ma carrière et même je peux vous dire encore il y a quelques années et encore aujourd'hui, je me pose des questions, franchement, sur qu'est-ce que je veux vraiment faire? C'est toujours en évolution, et je me suis dit à l'époque: «Beh, tu sais quoi? Ils veulent pas de moi, en trading, donc je vais aller dans la supply chain». Ça est tombé un peu par hasard, il y avait beaucoup de chiffres et moi, comme je voulais être au milieu de tout, bah, la supply chain, c'est au milieu de tout. J'avais l'impression d'avoir un impact un peu sur tout. Je me suis retrouvé en supply chain un peu par hasard
Et c'était un bon timing parce que ça arrivait en 2008-2009 où il y a eu une énorme crise financière, où tout s'est écroulé, où tous les traders sont sortis avec leurs cartons dans la rue, avec leur job perdu. Il y a eu aussi un scandale avec la Société Générale. Je n'ai rien contre la Société Générale. C'est une entreprise voilà, réputée en France avec certains codes que je rentre pas dans cette case-là en tout cas. Mais bon, j'aurais pu être le Kerviel, j'aurais pu moi aussi faire une erreur de macro Excel et faire perdre 5 milliards, ce qui n'a pas été mon cas et j'ai fini en supply chain. Et donc, avant de parler de vous, mon parcours vers, entre guillemets, expert et leader, on a tous une définition différente, mais j'ai commencé très simplement à travailler dans un entrepôt. J'ai fait des projets, je suis rentré chez Decathlon, j'ai fait un peu tous les métiers autour de la data et des projets, donc demand planning, manager, SNOP, directeur. J'ai fait du consulting, du mentoring et du coaching de carrière pour les professionnels. J'ai créé ABC Supply Chain il y a maintenant 8 ans. Alors, 8 ans au début, c'était un blog avant de devenir une école. Et je me considère plutôt comme un créateur et un explorateur aujourd'hui. En tout cas, voilà, je continue toujours à me chercher. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce parcours de ces 15 dernières années. J'avais déjà publié un sujet sur ma chaîne YouTube il y a longtemps. Mais je voulais vraiment revenir sur les 7 piliers pour vous permettre de devenir, si vous le souhaitez, un expert et un leader dans la supply chain, dans les opérations. Et d'ailleurs, les principes que je vais vous présenter s'appliquent à 80-90% à l'ensemble des métiers, mais je vous donnerai des sujets spécifiques à nos métiers en supply chain opération, notamment sur les compétences que vous devrez maîtriser et beaucoup d'exemples personnels. Donc, ces 7 piliers, c'est quoi? C'est déjà, il faut être clair sur qu'est-ce que vous voulez faire. Et moi, je ne le savais pas au début. Donc, je vais vraiment essayer de vous redonner de la clarté sur c'est quoi les jobs, pourquoi vous voulez faire ce job. Donc, on va revenir sur ces détails-là. On va ensuite parler ce qu'il faut, c'est quoi les diplômes qu'il faut, les certifications complémentaires. Je reviendrai sur les bonnes expériences à avoir, les bonnes industries, les bonnes entreprises aussi. Je vous donnerai mon avis personnel. On reviendra sur les compétences savoir-faire, donc les compétences techniques. C'est quoi les plus stratégiques? Il y en aura 4 principalement que je vais vous recommander fortement. Les savoir-être, donc les compétences interpersonnelles qui sont aussi de plus en plus importantes et que je reviendrai dessus. Aussi, comment devenir un top performer, parce qu'à la fin, on est dans une entreprise, on a besoin de donner de la valeur et des résultats, et ça ne suffit pas d'avoir des bonnes certifications ou des bons diplômes, il faut délivrer de la valeur, et donc pour ça, il y a une approche, une matrice notamment que je vais vous présenter qui est super intéressante. Et je reviendrai aussi sur des stratégies de carrière. Je vous poserai la question, est-ce que vous en avez une déjà? Est-ce que vous êtes clair? Ou est-ce que vous attendez votre manager ou RH vous en donne une? Mais en tout cas, moi, je vous donnerai vraiment beaucoup de matière pour avoir plus de clarté et peut-être une direction plus claire sur ce que vous pouvez faire, comment le faire et quelques petits raccourcis ou des gros raccourcis pour éviter de prendre des voies sans issue ou des voies qui peuvent vous bloquer pendant plusieurs années. Restez vraiment jusqu'au bout parce que je veux vraiment partager plein de trucs. On va répondre à toutes vos questions, en tout cas un maximum. Et j'aurai 2 cadeaux pour vous à la fin, dont un qui vous donnera beaucoup plus de clarté sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous pouvez aller. Donc vraiment plein de choses à vous partager. Je voulais quand même rappeler qu'on a tous des chemins différents. Mon but, c'est pas que vous soyez tous directeurs, ou que vous soyez tous dirigeants, ou tous experts en prévision, par exemple. On va en reparler. Je partage simplement ma perspective et je pense que tout le monde, à la fin, veut trouver sa place. Et il n'y a pas pour moi, ça ne veut pas dire que tu es directeur que c'est mieux. Tu as plus de pression aussi, clairement. C'est pas la même vie. Donc mon but, c'est vraiment une perspective. Et à la fin, à vous, vous êtes les seuls à savoir quelle est la bonne direction pour vous. Pour moi, le plus important, en plus, c'est pas la destination. Quand je serai là, je serai heureux. C'est plus avoir une direction et se dire, voilà, Elon Musk qui va aller sur Mars. Voilà, c'est sa direction, c'est d'aller sur Mars. Peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas, il a fait des fusées assez cool pour qu'il se pose tout seul. Et donc, pour moi, le but, c'est plus d'avoir cette direction-là qui est importante. Et à la fin, moi, c'est que mon avis personnel, mais faites-vous confiance. Votre intuition, si vous le sentez, c'est la bonne direction. Si vous ne le sentez pas, forcez pas trop à un moment. Moi, j'ai forcé dans ma vie et ça m'a apporté un moment à un burn-out. Donc, faites-vous confiance. C'est des choses assez peut-être banales que je dis, mais que j'ai mis du temps, moi, à me reconnecter à mon intuition. Et aussi, je le redis, plus de responsabilité, c'est plus de pression et plus de stress. Et comme le dirait mon mentor Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc voilà, c'est aussi une question de choix de vie personnel et professionnel, jusqu'où vous voulez aller. Mais faites-le vraiment pour vous, ne le faites pas pour votre entourage.
qui veulent peut-être que vous ayez un statut dans l'entreprise, faites-le parce que ça vous amuse et parce que vous avez envie voilà, d'être challengé peut-être. Mais voilà, on est dans des métiers où il y a beaucoup de pression. Dans les derniers webinaires, vous étiez plus de 80% à avoir du stress au quotidien, au travail comme un pompier. Et moi, l'une des intentions aussi avec ABC Supply Chain, avec mon équipe, avec ce qu'on fait, c'est voilà, contribuer à quelque chose de peut-être positif, arrêter cet effet domino sur toujours plus de pression à tous les niveaux et peut-être réinventer des modèles de travailler ensemble, d'approvisionner, de produire. Et en tout cas, c'est ce que je rêverais de partager avec vous ces prochaines années, avec une touche positive. On ne va pas trop se prendre au sérieux non plus, mais l'idée, c'est quand même d'être méthodique et d'aller droit au but. OK? Ça vous plaît? Vous êtes chaud? Je prends une petite gorgée. Eric, on va quand même, je vais prendre une question. Est-ce que ça mérite qu'on se donne soi-même une destination forcée, même si on n'est pas sûr? On va parler des directions. Tu n'es pas obligé d'avoir une seule direction. Tu peux avoir un plan A, un plan B. Moi, j'aime bien avoir un plan A, un plan B, un plan C. Par contre, sois clair sur ton premier scénario. Si tu veux ça, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour pas l'avoir et comment tu vas aller chercher? Donc, on va revenir sur toutes ces stratégies. Et si je suis pas clair sur ce sujet-là, Eric, on viendra dessus après. OK. Mais moi, en fait, ça s'est affiné au fil des années. J'ai commencé à finalement mieux me connaître et j'ai aussi beaucoup changé. Il y a des choses que je voulais avant que je veux plus forcément aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais reprendre mon souffle parce que j'ai parlé pendant 5 minutes sans respirer. Maintenant, on va parler de que veux-tu faire et pourquoi? Donc, que veux-tu faire et pourquoi? Que veux-tu faire et être? Voilà, moi, j'ai lu un bouquin plusieurs fois qui est assez inspirant. C'est Ikigai. Ikigai, c'est voilà, c'est un peu votre raison d'être. Et donc, la raison d'être, c'est un mélange entre voilà, ce que vous aimez, ce que vous êtes, dans quoi vous êtes doué, pourquoi vous pouvez être payé, et ce dont le monde a besoin. Et donc, c'est un peu ce mélange-là entre la passion, la profession, la vocation et la mission. C'est un peu, voilà, moi, je vous invite à le noter quelque part. Mais c'est, voilà, si vous posez des questions sur ce que vous aimeriez en faire, moi, je me pose souvent cette question. Je fais même un coaching en ce moment sur vraiment me recentrer sur vraiment mes zones de génie, sur qu'est-ce qui m'anime. Et l'une des choses qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous, parler vraiment avec le cœur, avec mon expérience personnelle sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc, voilà, c'est vraiment un mélange entre ce que vous aimez, ce que vous savez faire, être payé pour ça aussi parce qu'il faut vivre et ce dont le monde a besoin pour avoir une contribution positive sur ce beau monde. Mais en tout cas, j'essaie de le rendre un peu plus accessible à ma sauce. Pour moi, il y a différents profils. Voilà, par exemple, il y a différents experts et leaders. Et ce qui serait intéressant, c'est déjà posez-vous cette question quand vous voyez ces photos. Qu'est-ce qui vous résonne le plus avec vous aujourd'hui? Vous voulez être un COO ou un exécutif ou un entrepreneur comme Tim Cook? Vous voulez être un manager de terrain dans un entrepôt, une usine, voilà, avec un contact au quotidien. Et moi, j'ai vu des managers incroyables et vous voyez, je les voyais pas du tout derrière un PC à faire des prévisions, vraiment sur le terrain avec leurs équipes au quotidien. Vous voyez plutôt en mode ingénieur, à construire, à poser des robots partout, à tout optimiser, mais d'un point de vue vraiment technique, plutôt qu'un enseignant, une enseignante, un professeur, ce que je pense, le plus aujourd'hui. J'aime bien partager ce que je fais. Ou alors le côté consultant, qui peut être assez proche de l'enseignant, mais voilà, vous êtes fort pour analyser, pour observer, prendre les bonnes décisions. Ou alors plus comme un scientifique ou un data scientist qui aime bien vraiment tout autour, ce qui est autour de la donnée. Ou quelqu'un de très libre. Voilà, on a de plus en plus de freelance, de personnes qui ne veulent pas s'engager pour une entreprise ou qui veulent vraiment rester très flexibles. Voilà, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous a... Et bien sûr, c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent un mélange. Nous, dans nos équipes, dans l'équipe ABC Supply Chain, on est tous très libres, on travaille tous à distance. Puis on a certains qui sont plus côté terrain, d'autres plus côté technique. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un mix qu'il faut avoir. Mais posez-vous déjà cette question-là, vers quelle direction vous voulez aller et pourquoi vous voulez. Pourquoi vous voulez ce job? Vous le voulez pour le statut social, pour l'argent, pour la passion, le fun, ce que vous allez apprendre avec, pour l'impact positif, pour la liberté. Ça, c'est intéressant de poser des questions sur ces 5 sujets-là. Et c'est jamais l'un ou l'autre, mais vraiment posez-vous ces questions-là. Donc, je vais vous poser la question maintenant. Alors, j'ai oublié de le mettre. Bon, mais c'est pas grave, vous pouvez le mettre dans le chat. J'ai oublié de le mettre en sondage. Mais voilà, posez-vous cette question, c'est quoi le plus important pour vous aujourd'hui? Et il n'y en a aucun qui est mauvais.
Statut social, je trouve que c'est valorisant de dire: «Bah, voilà, je suis reconnu, j'aide des gens», l'argent, voilà, il y a pas de honte de vouloir aider sa famille ou de s'acheter une belle maison. La passion, le fun, bah, oui, moi j'ai envie de m'amuser. L'impact, beh, j'ai envie d'aider les gens. Alors pour moi, l'impact, ça peut être partout. Clairement, au début, je pensais qu'il fallait forcément travailler dans une par exemple une organisme, une ONG pour pouvoir aider. Moi, je suis convaincu que quel que soit votre métier, dans l'énergie que vous allez mettre et l'attention que vous allez mettre autour de vous, vous pouvez avoir un impact positif. Juste déjà par commencer par sourire et être quelqu'un de constructif. Voilà, la liberté aussi, ça peut être géographique, ça peut être, pas travailler trop pour passer du temps avec ses enfants ou, aller surfer. Mais en tout cas, posez-vous ces questions-là sur, qu'est-ce que vous préférez? Et la question, c'est comment savoir ce qu'on préfère si on ne sait pas? Généralement, ça vient du cœur, assez, spontanément. Qu'est-ce qui vous appelle le plus? C'est intéressant de voir dans le message. Mais si vous le savez pas, il faut le ressentir, en fait. Et donc moi, ce que je vous invite et je vous avoue, j'étais perdu en début de carrière, mais explorez les métiers, donc faites-les ou rencontrez des gens qui les font ou rencontrez des gens qui vous inspirent. Je pense que voilà, je fais aussi ce webinaire aujourd'hui pour peut-être vous donner des petites graines, pour vous inspirer à peut-être aller vers telle ou telle direction, mais je n'essaie pas de vous influencer. C'est juste vous inspirer si ça peut vous aider. En tout cas, voilà, moi, si ça peut vous c'est intéressant aussi, faites une liste des gens qui vous inspirent. Ils sont pas forcément en supply chain et opération. Je vous donne ça, c'était les personnes qui m'inspiraient il y a 10 ans. C'était pas aujourd'hui. À la fin du webinaire, je vous redonnerai les personnes qui m'inspirent aujourd'hui. Petit teasing, ce ne sont pas du tout les mêmes. Mais voilà, il y a 10 ans, bah, Steve Jobs, de Largo Winch encore, il y a 10 ans. Tim Ferriss m'a beaucoup inspiré avec son livre La semaine de 4 heures. Pas pour travailler 4 heures par semaine, mais son état d'esprit autour du travail. Un livre, The Goal, de Eliyahu Goldratt, m'a énormément inspiré, notamment pour le côté très logique sur les opérations, un grand classique. Jeff Bezos sur son ambition était impressionnant. Yvon Chouinard sur son entreprise Patagonia, qui m'inspire encore aujourd'hui. Voilà, l'ancien patron de Danone, qui m'a aussi, Emmanuel Faber, qui m'a aussi vraiment inspiré avec ses positions engagées. Le patron aussi, Richard Branson de Virgin, et un certain digital nomade qui faisait un podcast à l'époque sur les digital nomades qui à l'époque me faisait rêver, moins aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui m'ont inspiré beaucoup. Clément, on reparlera de Naval à la fin. Tu as déjà cité l'une des personnes qui m'inspire aujourd'hui. On en parlera à la fin. En tout cas, mes priorités il y a 10 ans, j'ai mis un petit pourcentage et essayez, posez-vous la question, prenez une feuille de papier. C'est quoi le plus important aujourd'hui? Moi, il y a 10 ans, le plus important, c'était d'être libre. Je voulais être libre. Je voulais aussi avoir du fun, passion et du fun. Ensuite, je voulais avoir un impact positif, mais franchement, je pensais d'abord surtout à moi. Je voulais explorer le monde, voyager. Et l'argent, bah, de toute façon, je sortais, j'étais étudiant, je gagnais pas d'argent quasiment, à part je travaillais dans des entrepôts le week-end, mais à part ça, je gagnais rien du tout. Donc, bah, tant que j'avais un salaire raisonnable, c'était bien, mais c'était vraiment pas ma priorité, number one. Et le statut social, moi, j'ai jamais rêvé d'être CEO d'une très grosse boîte ou, enfin, c'était pas du tout un but. Donc, c'était pas important pour moi, mais vous verrez que, voilà, dans ma décision, notamment en début de carrière, j'avais le choix entre faire du consulting. J'avais quand même, voilà, 2 diplômes reconnus, une belle expérience en supply chain. J'aurais pu, j'ai fait des entretiens pour des très grands cabinets de conseil à Paris. J'étais pris dans plusieurs, d'entre eux. Mais moi, ce qui me faisait kiffer, c'était Decathlon. Donc j'ai rencontré Decathlon, je vous ai envoyé un email sur ce sujet-là. J'avais peut-être pas le même statut social prestigieux à Paris, à La Défense, mais voilà, les projets étaient super passionnants, tout le monde faisait du sport. Voilà, l'idée de la mission de la boîte à fond la forme et vraiment de vouloir rendre le sport accessible, pour moi, ça me faisait vraiment kiffer et j'avais beaucoup de liberté, d'autonomie sur mes projets et d'ailleurs, je remercie encore Fabien et Romain qui m'ont donné cette confiance et ces projets, incroyables. Moi, pour moi, c'était ma décision, à l'époque. Elle peut être très différente pour vous, en fonction de vos priorités. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait pour moi et si je reviens aujourd'hui, mes priorités aujourd'hui, elles ont changé. Donc si vous voyez dans mes pourcentages, vous voyez que la liberté, c'est moins important qu'avant. Ouais, je commence à m'enraciner. Là, je vous fais cet appel, je me suis enraciné, au Portugal maintenant. Donc ça fait j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai moins besoin de voyager, autour du monde et je l'ai beaucoup fait avant. Voilà, par contre, je veux garder le fun, et je veux aussi avoir une plus grande contribution sur, bah, aider les gens, notamment, je trouve qu'on est dans des métiers très stressants, assez encore négatifs, je trouve et donc apporter une touche plus positive sur
comment travailler ensemble sur réinventer des modèles peut-être plus efficaces et plus, sustainable déjà pour nous, mais aussi pour notre, planète et j'ai encore moi aussi beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet-là. Voilà aussi l'argent, bah, je j'ai plus le même âge, j'ai des besoins financiers plus importants qu'avant, donc ça a quand même augmenté, même si c'est pas ma priorité, numéro 1 et pour être transparent avec vous, on refuse, souvent enfin on refuse des opportunités notamment de consulting parce qu'on préfère se focaliser sur, l'éducation en grande priorité. Donc on pourrait, voilà, moi je pourrais faire beaucoup d'argent avec 5 clients par an en consulting, mais ça me fait plus kiffer de faire des lives avec des centaines de personnes comme vous aujourd'hui, même si voilà, c'est pas aussi rentable sur le court terme, mais moi je préfère, faire ça. Donc bien sûr que je travaille pas gratuitement aujourd'hui, mais c'est une question de priorité et le statut social, bah, ça commence à monter parce que je trouve que c'est aussi bien d'être reconnu parce qu'on peut aussi faire passer des messages et j'ai quelques messages à faire passer. Donc ça montera peut-être au fil de l'eau. Attention avec l'ego qui est toujours là pour qu'on le fait, mais voilà, pour être transparent à vous, j'ai aussi une intention d'être un peu plus visible ces prochaines années. Je suis prêt à te donner 1 €, Dominique. Merci Dominique. Si tout le monde me donne 1 €, je peux me payer un croissant. Voilà, donc voilà, c'était un peu pour vous donner mon avis personnel. Il y a pas de good mindset ou de bad mindset. Pour moi, c'est vraiment ma perspective, Adil. C'est ce que je ressens aujourd'hui et si on revient sur, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais pas avoir le temps de revenir sur tous les métiers stratégiques. J'ai fait un long guide ultime que j'ai partagé, récemment. On vous enverra le lien à la fin du webinaire parce que sinon vous allez disparaître, où j'ai expliqué les 48 métiers, et c'est une nouvelle version logistique, achat, procurement. On l'a fait en anglais, on fera une version française cette année, cet été si on a le temps. C'est vraiment un guide complet, donc si vous avez vraiment besoin de comprendre tous les métiers, on vous enverra un lien à la fin et vous aurez beaucoup de clarté. Je voulais simplement déjà vous donner ma perspective, sur, les différents métiers et en gros, qu'est-ce qui a fait la différence pour moi? Les grands piliers, c'est quoi? Bah, il y a la logistique, il y a les achats, il y a ce qu'on appelle le demand planning, il y a les relations clients, si elle fait partie du customer service et on a tout ce qui est projet, programme, donc la partie, transformation. Moi, clairement, je viens pas de la logistique. La logistique est souvent sous-traitée, donc j'ai travaillé là-dedans au début. J'ai travaillé sur des projets stratégiques d'expansion d'entrepôts, mais j'ai pas travaillé dans un entrepôt pendant 5 ans ou 10 ans, ni dans le transport. Pour moi, c'est les métiers oui, c'est là où il y en a le plus, mais c'est aussi le plus concurrentiel et c'est là où, c'est le plus difficile d'en sortir parce que c'est souvent très opérationnel. Moi, je suis passé par la case plutôt, analytique, demand planning, prévision, gestion de stock et clairement, c'était plus facile de viser des postes à haute responsabilité en passant par là qu'en passant que par la logistique. Je reviendrai sur des parcours après, tout est possible, mais pour moi, c'est plus facile de passer par ce côté-là. Pareil, la partie projet m'a énormément aidé. J'ai travaillé sur beaucoup de projets et donc le fait d'être consultant, chef de projet en interne, supply chain, logistique, c'est, souvent des super portes d'entrée, avant de viser des postes à haute responsabilité. La partie achat fait pas toujours partie de la supply chain, ça dépend. Moi, j'ai géré les achats, mais je suis pas un acheteur, de métier. En revanche, si vous travaillez dans des entreprises, voilà, qui ont vraiment une très grosse partie achat, procurement, ça peut être un département dédié, même si pour moi, à la fin, c'est la supply chain. Après, qui dirige quoi? Pour moi, c'est pas le plus important. Le but, c'est de se mettre d'accord. Donc, c'était déjà pour vous donner une petite clé sur ça. Si vous venez de la logistique, vous êtes nombreux à venir de la logistique, parce qu'il y a des centaines de millions de métiers, de jobs en logistique. Voilà, entrepôt, transport, import-export. Si ça vous passionne, super. Si vous sentez que vous bloquez un peu, rajoutez des couches analytiques, données, gestion de stock, prévision, pour essayer d'en sortir et de ne pas rester bloqué, parce que des directeurs logistiques, il n'y en a qu'un. Et c'est souvent des métiers très concurrentiels avec des salaires assez bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. En tout cas, c'est des métiers passionnants et si vous voulez rester en logistique, spécialisez-vous dans des compétences vraiment techniques. Genre, au lieu de, par exemple, de faire de la logistique classique, faites-le pour des produits de luxe ou des produits dangereux. Vous serez mieux payé, vous aurez plus de moyens et ce sera probablement des métiers aussi plus intéressants. Mais voilà, si vous avez une ambition de sortir aussi de la logistique, de ne pas faire que ça, c'est bien d'avoir une expérience dedans. Je vous invite à explorer notamment le demand planning qui est pour moi c'est la partie la plus stratégique parce que c'est elle qui va décider en gros le moyen, le moyen et long terme sur l'exécution de la supply chain. Et dans les petites boîtes, il y a souvent des analyses, des coordinateurs, des demand planners, de gestion de la prévision, de la gestion de stock. Et donc ça, c'est vraiment un supply chain manager qui va être animé ensuite par un directeur des opérations.
Je vais aller un petit peu vite parce que c'est dans la vidéo le guide complet, donc c'était juste un petit rappel. Mais si je vais trop vite, j'invite à aller voir le guide après. Et dans les grandes entreprises, donc là j'étais dans une petite en demand planning. Dans une grande entreprise en demand planning, bah, on va séparer le planning et la prévision gestion de stock. Puis on va regrouper tout au-dessus avec un patron demand planning manager que j'ai été moi-même. Voilà, pour moi, le plus stratégique, ça reste quand même la partie gestion de stock, prévision, demand, qui est pour moi la plus stratégique. La partie planning est importante, mais elle est de plus en plus automatisée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le planning stratégique. C'est pas le planning des prochains jours, des camions et la production, mais des 6 mois, 12 mois, et cetera. Il y a une porte aussi moi, je suis passé par un métier de S&OP manager, Supply Chain and Operation Planning Manager, avant de devenir directeur. Un métier très en vogue dans les grandes entreprises. Je reviendrai dessus tout à l'heure avec un membre ici qui avait une question sur comment devenir S&OP manager. Donc ça, c'était juste pour donner des exemples. Je vous ai mis des petites étoiles sur, de mon point de vue, les métiers stratégiques pour booster votre carrière. Mais après, tout est possible et vous pouvez toujours changer avec les bonnes compétences. La partie projet aussi est très stratégique. Moi, j'étais un chef de projet supply chain très tôt. Je suis à l'aise avec pour optimiser, pour créer des outils, pour transformer, soit sur Excel, soit sur un ERP. Donc voilà, si vous pouvez faire du projet dans votre vie en tant que chef de projet interne ou consultant, c'est toujours hyper enrichissant. Il y a beaucoup de consultants aujourd'hui et voilà. Si vous voulez aller encore plus loin, on a des métiers autour de l'ingénieur data scientist et intelligence artificielle, beaucoup plus poussés, mais c'est très en vogue en ce moment si vous comprenez comment connecter avec la supply chain. Ok. Je vois beaucoup de questions, je vais quand même un peu avancer pour aller plus loin. Sinon, et la durée du webinaire, théoriquement, on termine dans 30 minutes. Je pense qu'on va un peu dépasser le programme. Si tu as un peu Daniel, si tu peux un peu dépasser, parce que je veux vraiment partager plein de trucs et je répondrai aussi aux questions. En tout cas, mon parcours, je suis passé par plein de trucs. Je suis passé par, vous pouvez le voir ici, opérateur entrepôt, gestion de stock. Moi, j'étais très dans la data, l'optimisation, en France, en Malaisie, au Brésil, en Australie. Vous connaissez déjà probablement mon parcours un petit peu si vous me suivez depuis un moment. L'idée, c'est déjà le message que je veux vous faire passer. Vous n'avez pas besoin de devenir manager pour gagner plus ou pour devenir quelqu'un d'important. Devenez d'abord expert. Clairement, moi, je suis d'abord devenu expert avant de devenir manager et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en plus, quand vous êtes manager, vous devez quand même un peu former vos équipes sur des trucs d'experts. À part si vous êtes vraiment dans une équipe opérationnelle en entrepôt ou en usine, c'est toujours important de maîtriser la technique et on le voit dans les très grosses boîtes aujourd'hui dans tech que les compétences techniques sont de plus en plus reconnues, voire même mieux payées que leurs managers eux-mêmes parce qu'ils veulent. On a un pouvoir aujourd'hui. Moi, je suis capable d'automatiser la gestion de stock de 3 milliards de produits par an seul. Et donc, c'est extrêmement rentable si je réduis les stocks de 10 ou 20%. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Eric récemment, avec une entreprise très connue en Asie. Et donc, c'est extrêmement rentable d'avoir une personne qui sait tout faire. Et moi, je ne gérais pas des gens, j'étais un chef de projet. Donc, c'est de plus en plus rentable. Donc, ne restez pas bloqué sur il faut que je sois manager. C'est pour moi, c'est bien si ça vous appelle, mais c'est aussi assez stressant ou fatigant d'absorber les gens, de devoir gérer les conflits, etc. Donc, voilà, Eric dit fun, fun, fun. Ce qui est important, retenez cette matrice. Il y a vraiment un sujet d'expertise, augmenter votre expertise et aussi d'expérience. Et moi, voilà, je pense que j'ai une bonne expérience, j'ai touché à beaucoup de trucs et j'ai beaucoup appris avec des personnes brillantes autour de moi. Et le niveau stratégie de vos métiers et aussi ce qu'on appelle l'horizon. Est-ce que les décisions que vous prenez pour votre entreprise, c'est des trucs hyper court terme, genre c'est quoi la livraison des camions demain matin, donc c'est très opérationnel, ou il faut prélever ça en marchandises demain matin? Est-ce que c'est tactique? Ah non, moi, je vais prévoir les stocks dans 6 mois. Ou est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est quoi les entrepôts qu'on va ouvrir dans 3 ans? Parce qu'il faut prévoir 3 ans avant. Plus vous allez dans un niveau tactique stratégique dans vos métiers, dans ce que vous allez faire, plus combiné avec l'expérience, plus vous allez arriver sur des métiers stratégiques, mieux valorisés et d'un point de vue personnel, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, même si gérer des équipes au quotidien, beaucoup de personnes prennent du plaisir avec. Donc, mais je voulais juste
vous mettre en avant cette matrice-là. Alors, on a aussi mis des niveaux d'études dedans. Faites attention, ça ne veut pas dire vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande école ou un MBA, même si dans certaines grandes entreprises, comme la Société Générale, qui n'a pas beaucoup de supply chain, mais eh bien, c'est quand même mieux d'avoir un gros diplôme pour passer les filtres. Mais je reviendrai sur la partie diplôme après. Eric, on reviendra sur. Garde ta question pour tout à l'heure avec HEC. Je n'ai rien, je ne suis pas pour ou contre les grandes écoles. Il y a des personnes brillantes partout. Je vais revenir sur la partie diplôme juste après. En tout cas, la conclusion du premier de qu'est-ce que vous voulez faire, continuez à explorer et expérimenter jusqu'à ce que vous sentez. Pour moi, c'est pas savoir, c'est sentir. C'est là, je sens que j'aime bien faire ça. Là, je le sens. Donc, sentez ce que vous voulez faire. Et moi, j'étais perdu. Et c'est à force de voir des gens. Je voyais des consultants à Paris à la Défense. Je les voyais, j'ai oula, putain, ils ont l'air stressés. Ils ont 35 ans. On a l'impression qu'ils ont 45 ans. En tout cas, ceux que j'ai vus, hein, pas tout le monde. Hein. Et j'étais là, ouais, non, je veux pas être comme eux. Hein. Ou pareil, j'ai vu des très grands dirigeants d'entreprises qui faisaient plus de 10 milliards d'euros. J'ai dit, ouais, il a pas de vie en fait, il voit jamais sa famille. Donc moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Mais ça, c'était ma perspective personnelle. Et puis par contre, je voyais des gens très libres. Ah ouais, là, j'aime bien sa vie, je trouve qu'il est inspirant. Donc vraiment, pensez au ressenti. Ça vous plaît pour l'instant? Donc ça, c'était le premier pilier, quel job et pourquoi. J'ai plein de trucs à vous partager, j'espère que je vais pas trop exploser le timing. Ok. Diplôme et certification. Pourquoi avons-nous merci pour votre motivation, c'est la première fois que je fais ce webinaire, donc je suis souvent un peu long la première fois. Ok, on va exploser. Pourquoi avons-nous besoin d'un diplôme? Vous voyez ma magnifique technique de l'un de mes masters, j'ai 2 masters, un à la Schema, qui est une entreprise de business en France. J'étais jeune à l'époque. Et donc la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez appris votre métier à l'école? Oui, absolument. Partiellement? Non? Ou je ne suis pas allé à l'école, vous êtes un pirate? Et c'est intéressant de voir les réponses. Alors moi, j'ai 2 diplômes, j'ai fait, alors moi, j'ai fait 2 diplômes en même temps. J'ai fait, Centralille en passant par un département qui s'appelle l'ITEM, un diplôme d'ingénieur spécialisé en dernière année en supply chain logistique et j'ai fait un master à la Schema en gestion de projet et business development. Pour être sincère avec vous, je n'ai pas appris mon métier à l'école, mais j'ai rencontré des gens inspirants, j'ai eu des super stages et j'ai eu un prof en gestion de stock qui m'a vraiment inspiré, qui m'a donné envie, même s'il y avait que 8 heures de cours, d'aller plus loin sur ce sujet-là. Et 10 ans après, je sortais une formation en gestion de stock. Donc, c'était ma principale compétence au début. Donc, vous voyez les réponses. On est à 10%, absolument. Je suis quand même étonné du 10%. Je serais curieux de savoir absolument. Donc, c'est bien, il y a des écoles qui forment sur des métiers complètement. Partiellement ou non, 45%. On a quand même une majorité, pas complètement, pas du tout. 90%. Et donc ça, c'est une réalité. Et donc si je reviens sur mon exemple, moi je voulais être trader, j'avais pas fait la bonne école, j'avais pas fait le top 3. Eh bien, c'est la vie. Et donc pourquoi on a besoin d'un diplôme? Pour apprendre notre futur métier, potentiellement 10% d'entre vous. Obtenir un emploi prestigieux. Il y a certains entreprises qui ont besoin de ce diplôme pour vous faire passer. Surtout en France, on est encore très diplôme. La France, c'est un des rares pays, quand je reviens en France, où on me dit, on me pose la question de quel diplôme j'ai fait alors que c'était il y a 15 ans. Quelle école j'ai fait? Le réseau, on a toujours un réseau. Je trouve que c'est plus facile aujourd'hui de se créer des nouveaux réseaux qu'il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, avec LinkedIn, je trouve que c'est moins puissant qu'avant, même si voilà, vous avez fait une très grande école, il y a toujours un réseau qui est puissant. Il faut pas, voilà, HEC, ils sont assez reconnus pour ça notamment. Se faire des amis, je me suis fait des super amis, j'ai eu pas mal d'expérience, c'est bien pour le CV. Le salaire dans certains métiers, ça joue, notamment en début de carrière. Et pour le visa aussi, c'est bien d'avoir au moins un master. Moi, sans le master, ça aurait été plus compliqué pour moi de rester en Australie. Donc, il y a quand même des intérêts à avoir un diplôme. Si je reviens sur c'est quoi le niveau d'études que je recommande à titre personnel, moi, je recommande d'avoir un master. Vous l'avez soit en début de carrière, soit par expérience. Notamment en Europe, c'est facile de l'avoir par expérience. Pourquoi? Parce que ça peut, le master, c'est quand même, ça va vous empêcher, ça peut, des fois, il y a certains entreprises dire, ah ben, nous, on s'en fout du diplôme, on veut quand même un niveau master. C'est un niveau,
Ça garantit un certain niveau d'études, même si derrière, pour moi, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais ça peut vous fermer des portes si vous n'avez pas ce niveau de master. Et moi, pour le visa, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je recommande d'avoir un niveau master tôt ou tard. Il faut savoir que 75% des supply chain managers, en France notamment, ont au moins une licence. Voilà. Je ne dirais pas que vous apprendrez votre métier à l'école, mais c'est toujours bien d'avoir au moins une licence, voire un niveau master. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut cibler les meilleures écoles? Est-ce qu'il faut, à votre avis, avoir les meilleures écoles? Et déjà, c'est quoi les meilleures écoles? Parce qu'il y a tellement de classements. Donc là, je vous ai mis un classement au hasard, hein. Je n'approuve pas ce classement. On ne sait pas vraiment comment ils sont faits, s'il y a un intérêt commercial derrière du site ou du magazine qui le fait. Toujours un peu des guéguerres. C'est pareil, les salaires moyens à la sortie. Moi, j'ai fait partie des enquêtes. Elles sont pas vraiment. On va pas garder tous les salaires, hein. C'est important. Donc, il y a toujours une guerre aussi commerciale, surtout quand on a maintenant beaucoup d'entreprises qui deviennent privées, sur être le mieux dans les classements. Mais bon, si vous me demandez au niveau mondial, je trouve que le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, reste quand même la plus réputée au niveau mondial. Par contre, c'est 82 000 $ par an, sans le logement, sans la sécurité sociale. Donc, il faut avoir les moyens. Je vous ai mis au hasard, voilà, j'ai vu que l'EM Lyon, dans ce classement-là, était combien? Était 5e. Bravo l'EM Lyon. Voilà, c'est moins cher en Europe, surtout en France. Moi, clairement, j'ai quasiment rien payé pour mes études. C'était genre quelques centaines d'euros par mois à l'époque. Même à la Schema, on était sponsorisé par l'État. Et voilà, en Angleterre, c'est un peu plus. Après, clairement, vous avez un diplôme de MIT, vous allez avoir un bon salaire à la sortie, parce que c'est réputé. Mais l'alerte que je voulais vous faire, c'est surtout alors ça va être surtout, j'ai une présentation demain avec les Américains, c'est surtout pour les Américains demain. Ne vous surendettez pas. Ne vous surendettez pas, ne créez pas un stress dans votre vie avec une dette que vous ne pouvez pas rembourser et qui vous empêche de faire des choix, par exemple d'accepter des métiers qui ne vous plaisent pas. Vous voyez, donc alors c'est une étude qui dit que 86% des gens ont fait un sacrifice dans leur carrière à cause de leur dette. Donc ça, c'est une étude aux États-Unis, c'est pas en France. Donc voilà, Paris Dauphine est beaucoup plus accessible, par exemple, mais ne vous surendettez pas pour vous mettre une pression de devoir absolument travailler tout de suite dans un truc qui ne vous plaît pas, ou clairement d'être en stress permanent. Il y a un vrai sujet sur la dette aujourd'hui. Ça devient un sujet aussi en Europe. Pour moi, c'est pas indispensable. Et si clairement vous avez quelqu'un autour de vous, enfin votre famille qui peut vous aider, vous avez les moyens, bah, très bien. L'alternance, je trouve que c'est un très bon moyen aussi de pouvoir compenser ce niveau-là. Mais ne vous surendettez pas. Donc ça, c'est mon premier message. Le deuxième, c'est le deuxième, c'est ne cessez jamais d'apprendre. On parlera des certifications après, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous avez appris à l'école il y a 15 ans. On parle qu'il y a 40% des métiers qui vont disparaître. Est-ce que c'est vraiment 40%? En tout cas, ils vont évoluer. Quand vous voyez mon métier aujourd'hui, youtubeur, formateur supply chain sur des webinaires, bon, ça n'existait pas trop il y a 15 ans. C'est juste un exemple, mais même dans nos métiers plus traditionnels, il y a énormément de choses qui évoluent. Donc, ne cessez jamais d'apprendre. Et après, la vraie question que vous devez vous poser, c'est quelle entreprise vous préférez rejoindre aussi? Est-ce que vous aimez bien les entreprises traditionnelles qui vont vraiment regarder votre diplôme avec une grille qui dit tu as fait tel diplôme, tu as tel salaire et telle responsabilité, vraiment sur le CV, avec un processus d'entretien conventionnel, un salaire basé sur le diplôme et les années d'expérience, et à un moment, tu es bloqué parce que tu n'as pas le bon diplôme. Donc ça, il y a encore des entreprises qui le font, notamment en France et en Angleterre aussi, c'est assez courant. Et après, il y a les nouvelles approches. Moi, Decathlon, quand j'ai fait l'entretien, même si j'avais 2 bons diplômes, ils ne m'ont pas posé de questions sur mon diplôme. Ils m'ont juste vérifié, OK, tu as un niveau master, très bien. Mais c'était vraiment sur qu'est-ce que je savais faire. Et j'ai dû montrer ce que je savais faire des exemples. Et on a beaucoup parlé de ma personnalité, ce que j'aimais faire. Voilà. Et ensuite, le salaire est basé sur la performance, les valeurs communes et la potentialité. Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'entreprise dans le futur. Donc, ça, c'est vraiment une approche différente. Moi, je raisonne plus avec cette approche-là. Mes recrutements sont faits comme ça. Si je prends l'exemple, par exemple, d'Ancora qui nous avait rejoint récemment, il n'avait pas encore son master, mais il a fait un test sur Excel et il a bien réussi son test. Il savait faire une prévision. Donc, pour moi, c'était plus rassurant que d'avoir un master. Même si, Ancora, ce serait bien que tu finisses ton master. Non, on en parlait, hein, il est temps avant l'été. Hein. En tout cas, voilà. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Moi, je préfère la nouvelle approche. De plus en plus d'entreprises sont sur cette nouvelle approche. Et si vous avez un super diplôme,
c'est génial. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un complément. Vous avez à gauche les formations académiques, et je vous recommande d'avoir quand même un niveau licence, master si vous le pouvez. Et ensuite, de le compléter chaque année avec des sujets qui sont stratégiques pour vos métiers actuels et futurs. Donc, des certifications et des formations supply chain. Donc, vous avez l'APIX, ABC Supply Chain, on en fait partie depuis maintenant 8 ans, des micro-masters. Vous avez de mieux maîtriser des outils techniques comme Excel, certains ERP, Power BI, etc. Des certifications complémentaires comme voilà, si vous êtes dans le lean. Alors ça, c'est pas pour tous les métiers, mais si vous êtes dans la production, le manufacturing, c'est bien d'avoir du black belt. On a quelqu'un qui parlait du black belt tout à l'heure. Par contre, le black belt, si vous êtes en retail et distribution, c'est moins stratégique. Clairement, moi, j'ai jamais fait les Six Sigma. J'ai lu beaucoup sur ces sujets-là, mais on me l'a jamais demandé. Par contre, si vous êtes chez Toyota ou l'automobile, oui, là, c'est beaucoup plus important. Moi, j'ai fait une certification en gestion de projet. Je trouvais ça stratégique dans mon profil. Mais clairement, je n'ai pas appris la gestion de projet à l'école. dans mon certificat, même si ça rendait bien sur le CV, je ne le recommande pas forcément, mais c'est toujours bien de l'avoir si ce n'est pas trop long et pas trop cher. Et après, il ne faut pas oublier, est-ce que Decathlon m'a regretté? Il faut leur poser la question. En tout cas, c'est une belle aventure, mais il ne faut pas oublier que dans les expériences, une expérience, c'est un diplôme. Moi, le fait de dire j'étais supply chain manager chez Decathlon, où j'ai optimisé l'approvisionnement de 2000 magasins, c'est un diplôme. Il a fait les trucs chez Decathlon. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les diplômes académiques, c'est aussi ce que vous avez fait et les résultats que vous avez eus. OK? Donc ça, c'est un mix. Si vous voulez en gros renforcer votre expertise, ce n'est pas que le diplôme, c'est l'ensemble. Et je vous donnerai à la fin les compétences que je vous recommande en priorité si vous voulez aller plus loin avec. OK, donc à la fin, vous n'apprendrez pas votre métier que à l'école, mais vous allez vous faire des potes et avoir des expériences. Et rejoignez les meilleures écoles si vous pouvez être aidé, ayez de la reconnaissance pour ceux qui vous aident. Et n'arrêtez jamais d'apprendre. Et moi, je vous conseille, c'est d'apprenez à améliorer des nouvelles compétences chaque année avec des formations et des certifications et des expériences qui vont avec. OK? Ça vous plaît? Putain, je parle beaucoup, hein. Oh là là. On verra si on a un replay. Je ne suis pas sûr qu'on aura un replay, mais essayez de rester un peu plus longtemps. Je vais aller un peu plus vite ou je vais sauter quelques trucs. On va sauter un peu la partie secteur et entreprise. Parce que les consultants, on en parlera après, Adil. Donc le troisième, les industries et entreprises les plus stratégiques. Donc je vais aller un peu vite sur celle-là. Et je reviendrai dessus à la fin si vous avez des questions par industrie, parce qu'on peut y passer des heures. Moi, j'ai un peu tout exploré. Et j'ai maintenant des clients et des membres dans toutes les industries. Mais voilà, retenez qu'une marque, une grande entreprise, c'est un diplôme. Voilà, vous avez Amazon sur votre CV, c'est quand même Amazon, OK? Ou Decathlon. Donc il y a plein de boîtes. Je vous donnerai mon avis à la fin. Je vais avancer sur ce sujet-là. Mais voilà, une boîte connue, c'est une force. Et aussi, ça peut être une belle expérience. Des fois, les boîtes trop grosses, on ne fait pas des choses super intéressantes parce qu'on est tout petit dans la boîte très grande. Donc, c'est bien aussi d'aller dans des petites boîtes et d'alterner. Mais c'est bien, voilà, la FMCG, c'est intéressant. Donc, toutes les marques de distribution. Le manufacturing, c'est intéressant, sauf en période de crise, où clairement, quand il y a des crises économiques, l'automobile notamment, à chaque fois, il y a moins, je trouve, d'opportunités parce que c'est des croissances plus réduites. Mais si vous êtes passionné par l'automobile, allez-y. La beauté, moi j'étais dans la beauté, j'étais chez Coty. Voilà, un secteur en croissance, des fortes marges, pas les meilleurs en supply chain dans la beauté généralement parce que les stars, c'est quand même le marketing dans ces boîtes-là. Clairement, c'est plus impressionnant, je trouve, dans le retail et les distributions parce qu'il y a plus de concurrence. Mais il y a des super parcours et des super boîtes. L'industrie du luxe, très connue en France, des belles supply chains avec des moyens de faire bien les choses. Donc, c'est aussi des beaux parcours. Pas évident de rentrer dedans, mais quand vous y êtes, c'est des super boîtes. Le pharmaceutique, très rentable aussi. Donc, un peu rigide, souvent très procédurier. Mais voilà, en tout cas, des beaux moyens pour faire des belles choses. L'énergie, ça va être surtout... on a pas mal de personnes d'Afrique aujourd'hui. On a une explosion de ces besoins-là. Donc, de beaux parcours, même si c'est pas toujours bien placé, c'est loin des capitales généralement pour ces métiers-là. Le minier, c'est pareil. C'est un peu les mêmes. Tu peux avoir des très belles opportunités, des très beaux parcours, mais c'est pas évident d'en sortir quand on a commencé dedans. Par contre, si vous êtes à fond là-dedans, ça peut être passionnant. La logistique, c'est intéressant, mais c'est très concurrentiel.
donc qui est parent dans la logistique externalisée aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de métiers, mais c'est un peu la concurrence entre chacun. Donc, soit vous visez vraiment quelque chose de très spécialisé, soit ça peut à un moment bloquer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens pour quelques postes seulement à un certain niveau. Voilà. Et le consulting ensuite, le consulting, c'est toujours, il y a plusieurs consultants aujourd'hui. Vous pouvez beaucoup apprendre le consultant. Pour moi, ça dépend surtout des missions et des managers que vous avez. Donc, je ne peux pas vous donner des bons ou des mauvais exemples, il y a les deux. Mais à la fin, voilà. Moi, j'aime bien à taille humaine, mais ça peut être intéressant pour vous. Moi, je n'étais pas fan de faire de l'audit ou des trucs trop standards au début, mais ça dépendait des projets sur lesquels vous allez tomber. Donc, il y a plein de choix. Vous pouvez aussi travailler pour le gouvernement, pour des organisations à but non NGO, non-governmental organization. Je ne sais plus parler français. C'est toujours intéressant de poser-vous la question, est-ce que la supply chain fait partie du cœur de métier de l'entreprise ou est-ce que c'est un petit truc à côté? Genre, si vous êtes chez Orange, c'est pas le gros truc. Si vous êtes chez, par exemple, Amazon, c'est une boîte de supply chain où vous aurez sûrement des gens plus world class, top class que si vous avez une entreprise qui a ça, mais ils n'ont pas que ça. Donc ça, moi, j'aime bien toujours aller dans des entreprises où ils sont reconnus pour ça, parce que j'apprendrai plus avec eux, notamment, ou par des sujets qui vous passionnent. Il n'y a pas de règle à la fin. Laquelle choisir? Je ne vous poserai pas la question parce qu'on va avancer un peu sur les autres sujets, mais pour moi, à la fin, comment choisir un bon secteur et une bonne entreprise? C'est bien un moment d'avoir une entreprise mondiale reconnue, si vous pouvez l'avoir dans votre carrière. Je trouve que c'est bien d'avoir de la croissance aussi, une entreprise qui n'est pas en train de stagner, ce qui aura plus d'opportunités. Dans un secteur en croissance aussi qui vous passionne, avec surtout un métier qui vous donne beaucoup d'autonomie et de responsabilité, quel que soit votre niveau, qui utilise des outils, des technologies qui sont assez récentes. Voilà, je vois des boîtes qui ont des outils d'il y a 60 ans, l'AS400. Bon, à un moment, c'est quand même bien d'utiliser du BI, des outils assez modernes. Bon, après, vous pouvez toujours utiliser Excel, on reviendra dessus. Mais c'est bien d'avoir une entreprise qui est quand même assez moderne. Moi, j'aime pas les boîtes qui sont trop cotées en bourse, qui ont beaucoup de pression opérationnelle. C'est un avis personnel. Je préfère les entreprises familiales ou qui ont un actionnariat familial et employé et qui investissent sur le long terme. Je trouve que c'est plus, en tout cas, ça correspond plus à mes valeurs que de la pression opérationnelle tous les jours. C'est un avis personnel et je trouve que le salaire n'est pas le critère numéro un, mais vous devez toujours être payé à votre juste valeur. Ce qui est important pour moi, c'est surtout la culture et l'autonomie et la responsabilité. Donc ça, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas une ou meilleure boîte que l'autre. Ça dépend ce que vous préférez aussi. Et c'était un peu ce que je vous donnais sur la partie expérience. À la fin, ne réfléchissez pas trop et continuez à explorer. Je pense que c'est vraiment le principal. Et puis, à un moment, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. OK, moi, j'ai touché à plein de produits dans plein de pays. Et à la fin, ce qui me passionne, c'est plutôt l'éducation, finalement. OK. Et dans les ONG, moi j'ai pas mal de membres qui travaillent pour des ONG. Je trouve que le niveau dans les ONG en supply chain est bas. Donc on a formé pas mal de gens sur ces sujets-là. Surtout que les enjeux sont importants. Donc il y a pas mal d'opportunités. Et après, voilà. La question, je ne sais pas quelle était la question, est-ce que c'est bien ou comment est rentré. Moi, il y a plein de choses à faire partout de toute façon. Et en plus, là, il y a vraiment un impact qui est considérable avec des vies humaines potentiellement. Donc, beaucoup de choses à faire, mais le niveau est encore assez bas et j'espère que voilà, on aidera un maximum d'organisations à monter pour pouvoir aider un maximum de personnes. OK. Maintenant, on va parler des compétences stratégiques, savoir-faire technique. Les savoir-faire, j'en ai listé 13. Donc, vous les voyez sous les yeux. C'est quoi les savoir-faire les plus stratégiques? Et donc, je vais tout de suite vous mettre des couleurs. Pour moi, il y a 3 types de compétences. Il y a les compétences clés, les compétences complémentaires et les compétences qui sont importantes, mais qui peuvent être externalisées. La première, Excel et tout ce qui est autour de la donnée. Quelle que soit la boîte, en fait, les vertes, vous en avez partout. Toutes les boîtes qui ont des produits, elles ont toutes Excel. Donc, si tu es fort sur Excel, moi, Excel, ça a été mon ticket d'entrée chez Decathlon, pour mon visa en Australie, pour tous mes premiers consultings. Si tu es bon sur Excel et que tu es à l'aise avec la donnée, tu es tranquille. Parce qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui l'utilisent.
C'est un peu comme si savoir parler anglais. Pour moi, c'est pareil, c'est le langage de l'entreprise, ça reste Excel aujourd'hui. Et bien sûr que c'est bien de connaître l'ERP, mais les ERP, il y en a plein, alors qu'Excel, c'est le même partout. Donc le premier, Excel. Ensuite, quelle que soit la boîte, vous allez toujours devoir analyser des données et la performance, des indicateurs, des tableaux de bord. Donc ça, le deuxième, il est super important, quelle que soit la boîte. Le troisième, la gestion de stock. Toutes les boîtes qui vendent des produits gèrent des stocks. C'est un sujet hyper tendu en ce moment parce que l'argent coûte très cher avec les taux d'intérêt. Donc être bon sur la gestion de stock, surtout que le niveau moyen est très bas, c'est extrêmement rentable et recherché. Le quatrième, c'est la prévision de la demande. Prévision de la demande, clairement, et la prévision, on en a besoin de partout. Dans l'entrepôt, dans le transport, dans la production, dans la finance. On a vraiment partout et c'est encore une compétence qui est très mal maîtrisée. Donc, être bon sur donner la visibilité pour allouer les bonnes ressources au bon moment, c'est extrêmement rentable pour une carrière. Et vous pouvez utiliser ces 4 premières compétences, quel que soit votre métier, quelle que soit l'industrie, tout au long de votre carrière. Ensuite, il y a d'autres compétences qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas partout. Par exemple, le Sales and Operation Planning, vous allez l'avoir dans les grosses entreprises. Moi, j'ai été un manager SNOP. Vous allez avoir la finance. La finance, je reviens dessus. Hop, la finance, c'est intéressant de connaître la finance, mais pas indispensable. Mais si vous avez le lien supply chain finance, ça peut être super intéressant. Vous avez on va dire l'achat, le sourcing. Ça peut être intéressant si vous vous êtes acheteur. Pas toujours indispensable, mais c'est intéressant si vous êtes dans cette partie-là. Le lean manufacturing, c'est hyper intéressant si vous êtes dans la production, dans l'automobile par exemple. Vous avez tous les outils, la connaissance d'outils, c'est intéressant. Après, il y en a tellement de différents qu'on ne peut pas se former sur tout. Et moi, je conseille d'être, à part Excel, d'être dans l'entreprise pour commencer à vous former sur l'outil là. Après, vous avez le data science et l'intelligence artificielle, le machine learning. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet qui est très à la mode, même s'il sera aussi beaucoup automatisé avec les outils de machine, comme ChatGPT par exemple, qui permettent de coder du Python. En tout cas, c'est des compétences complémentaires. Et ensuite, les compétences externalisées, mais vous avez la partie logistique, qui est pour moi très importante de comprendre, mais si vous êtes spécialisé que là-dessus, ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer. Donc la gestion d'entrepôt, le transport, l'import-export, il y a des centaines de millions de jobs, mais il ne faut pas savoir faire que ça, sinon ça peut vous bloquer. Ok, donc ça c'est vraiment, retenez ces couleurs-là. Moi, je vous ai mis en vert. Et donc la gestion de projet, c'est le dernier. Des projets, des petits, des moyens, des gros, il y en a partout. Et donc savoir gérer des projets, que ce soit mettre un nouveau Excel en place ou transformer un ERP, pour moi, ça a été hyper rentable. Ça s'apprend pas trop pour moi dans des certifications, ça s'apprend vraiment en gérant et en prenant des responsabilités, mais c'est toujours hyper intéressant. Ok, donc voilà un peu pour les compétences que je vous recommande, en tout cas d'explorer, de vous poser la question dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon, et on vous dira à la fin, si vous, dans l'un des cadeaux, c'est en gros de vous aider à savoir quelles celles qui sont importantes pour vous. Et donc, pour vous améliorer, il faut s'évaluer. Dans quoi je suis bon et pas bon. Et là, on va vous aider sur ça à la fin. Restez jusqu'à la fin si vous pouvez. Ensuite, prioriser, c'est quoi les 3 plus importantes sur lesquelles je veux travailler. Déjà, commencer par une. Ensuite, apprenez, améliorez, pratiquez, évaluez, puis recommencer cette boucle-là. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, je continue à le faire. Là, j'ai démarré la guitare, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, j'ai évalué que j'étais pas bon. J'ai priorisé, je fais de la guitare folk. J'apprends, je pratique et puis je me réévalue. Je fais un petit concert en septembre. C'est un petit exemple qui n'a rien à voir, mais je voulais quand même le placer. À la fin, pour vous former, vous avez les formations académiques. Vous ne refaites pas 4 masters, mais vous avez des certifications ou des formations comme on fait chez ABC Supply Chain. Vous avez par l'expérience, par des formations courtes ou longues. Moi, je recommande toujours d'avoir du côté pratique pour pouvoir l'appliquer immédiatement dans votre entreprise. OK? Donc ça, c'était pour les compétences techniques. Maintenant, il y a les compétences savoir-être. Savoir-être. Ça ne suffit pas d'être fort dans la technique. Il faut savoir qu'une partie de ces compétences techniques seront automatisées tôt ou tard. On est aussi des humains et on a aussi plein de choses encore à apporter à nos entreprises. Et donc, par rapport à ça, je voulais revenir aussi sur ces compétences-là. Donc, il y a quoi? Il y a la communication, savoir s'adapter, la capacité de synthèse et de simplification, la résolution de problèmes, la gestion du temps, savoir vraiment se concentrer sur le plus important, la gestion du stress, qu'il y en a beaucoup, être pragmatique et optimiste, on a souvent des gens négatifs. On a le management et le leadership, si vous voulez vraiment prendre des équipes. On a la partie négociation et on a un sujet assez vague, mais qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est s'adapter en gros à la personne à qui vous êtes en face de vous.
Donc là, il faut savoir qu'on ne va pas se faire remplacer par les machines sur ça et en gros, pour moi, le rôle de faciliter, de rendre l'entreprise, plus agile, de mieux communiquer, d'être tout le monde sur le même chemin, ce sont des compétences qui sont très importantes. Beaucoup plus dures à évaluer, mais je pense que voilà, ma force, moi, ça a été la communication, synthèse et simplification. Je suis quelqu'un qui m'adapte, qui est très concentré sur le plus important. Je suis quelqu'un d'optimiste et puis voilà, je sens bien les gens, je pense bien j'ai un bon ressenti des gens, même si des fois ça me fatigue quand les gens sont stressés, ça peut me stresser aussi. Donc posez-vous vos questions, c'est quoi la compétence, peut-être, savoir-être que vous voulez, améliorer et comment l'améliorer? Il faut déjà en prendre conscience. Moi, j'étais très mauvais en communication au début. Mon patron me disait que j'articulais pas, je donnais pas envie en gros et donc en gros, il m'a dit: écoute», j'ai eu la chance d'avoir mon patron, il m'a dit: «Écoute, tu vas faire une présentation devant 100 personnes à Decathlon et puis je vais donner un feedback après». Et donc j'ai fait ma présentation, il m'a fait un feedback et puis j'en ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et maintenant, je fais des webinaires avec des centaines de personnes et c'est grâce à ce feedback et d'avoir pris conscience et que je voulais changer, que ça s'est amélioré. Donc essayez d'avoir des gens, des managers ou des collègues, n'hésitez pas à demander: «Ah, j'étais à ce meeting-là, tu m'as trouvé comment?» C'est vraiment, moi en tout cas, c'était une force d'avoir toujours demandé des feedbacks. Si votre manager ne le fait pas, n'hésitez pas à lui demander: «C'est quoi à ton avis le savoir-être sur lequel je veux vraiment progresser?» OK, donc ça, c'était vraiment un sujet hyper important, les savoir-faire et savoir-être. On est déjà à 1 heure, mais j'ai encore pas mal de trucs à vous présenter. Restez avec moi, je vois que vous êtes toujours là. En tout cas, c'est bien avoir toutes les compétences que vous voulez, mais à la fin, il faut quand même délivrer du résultat. On n'est pas que dans des associations à but, non lucratif, hein, clairement. Résultat, c'est pas que de l'argent, c'est, voilà, apporter de la valeur, aider, vos clients et pour ça, il faut avoir notamment aider à avoir une supply chain qui soit à la fois rentable et durable. Donc améliorer le service de l'entreprise, tout en minimisant le cash que vous allez investir, les coûts et avec un maximum d'impact positif sur les gens dans l'entreprise à l'extérieur et un minimum d'impact sur notre belle planète. Ça, c'est si vous voulez à un moment être un top performant, il faut d'une manière ou d'une autre impacter ce pentagone de la performance. Même si sur la planète, j'aime pas trop dire performance, mais c'est plutôt, minimiser son impact. En tout cas, voilà, moi je voulais présenter cette matrice qui est hyper intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez et en gros, c'est celle que j'utilisais, dans les grandes entreprises pour classer donc les directeurs, si vous n'êtes pas directeur aujourd'hui, généralement, on utilise un truc comme ça. Il y a le niveau de performance. En gros, est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou dépassé vos objectifs? Oui, non, complètement. Et est-ce que vous avez un potentiel dans l'entreprise, c'est-à-dire de prendre des futures responsabilités et de faire partie des personnes qui vont transformer l'entreprise et qui sont aussi alignées avec les valeurs de l'entreprise. Donc pour prendre des responsabilités d'expertise technique, vous êtes le leader, moi j'avais un leadership technique au début à Decathlon sur les nouveaux algorithmes et modèles de gestion de stock, de prévision, d'automatisation chez Decathlon, avant d'avoir un potentiel managérial de gérer, de former les équipes. Donc c'est vraiment cet axe comme ça qui est hyper important. Et si vous posez la question: «Mais j'ai pas d'opportunité ou je suis pas augmenté», posez-vous déjà cette question. Vous êtes où dans cette matrice? Vous êtes pas performant, pas potentiel, vous avez un potentiel mais vous délivrez pas le résultat, ou vous êtes fiable et stable et c'est important d'avoir beaucoup de gens qui sont performants mais qui sont pas les futurs leaders parce que bon, il faut pas plein de potentiel dans une boîte, il en faut quelques-uns, mais il faut aussi beaucoup de gens stables qui sont performants et ceux-là, il faut leur donner des bonus, hein, parce qu'ils méritent, chaque année pour leur performance. Mais il y en a certains qui vont pouvoir, aussi aller, plus loin sur certains sujets. Donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est, où est-ce que vous pensez être dans cette matrice? Vous pensez être un questionnable, un énigmatique, un performant fiable ou un futur expert leader? Et ce qui est intéressant de se poser, c'est qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que pense l'entreprise de vous? Et si vous êtes directeur ou manager, je vous invite à, si vous ne l'avez pas fait, à vous poser la question pour chaque membre de votre équipe ou RH. Moi, généralement, on le fait entre directeurs et généralement, on ne l'évalue pas seul, on l'évalue entre tous les directeurs de la boîte. On se dit: «Bon, Édouard, là, vous le trouvez comment?» «Bon, il est sympa, mais il est encore, des fois, il est un peu, voilà». Moi, au début, j'étais pas bon dans ma communication. Il dit: «Bon, il est assez malin, mais par contre, quand il présente, il donne pas envie. Donc on va le mettre, il n'est pas encore vraiment potentiel». Et moi, c'est vraiment dans mes expériences
où j'ai vraiment pris la parole, où j'ai montré mes résultats, que là on dit: «Ah Edouard en fait il peut faire des trucs chez nous». Vous voyez, on a beaucoup de performants, on a des futurs experts, leaders, on a 2 questionnables, on a 2%, 3% des 2 questionnables. Pas de pression, mais à un moment, si tu restes trop longtemps à la case rouge, bah, soit l'entreprise est gentille, soit ils vont te demander de partir, hein. Il faut être juste réaliste aussi avec ça, parce que là, à un moment, tu ralentis l'entreprise quand tu es comme ça. Souvent, dans la partie performance, les objectifs sont pas clairs non plus, hein. Si vous n'avez pas des objectifs clairs, c'est dur de savoir si vous êtes un performeur. OK? Donc à la fin, comment devenir un top performer, les amis? Eh bien, il faut, apprendre et il faut pour moi qu'on ne jamais cesser d'apprendre, d'optimiser, d'apporter des choses à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Résoudre des problèmes, des tâches répétitives, des projets, simplifier. Moi, j'étais toujours la personne qui aidait les gens, qui simplifiait, qui automatisait, qui attendait pas que tout soit parfait pour avancer et j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs que j'ai, corrigées pour ça. Donc apprenez à optimiser et moi je le vois beaucoup chez les membres parce que j'ai eu beaucoup d'appels avec vous. Souvent, vous avez une bonne expertise, mais vous ne le montrez pas. Donc vous ne le montrez pas dans vos CV, vous ne le montrez pas dans votre entreprise, vous partagez pas vos résultats. «Ah, j'ai réduit les stocks de 10 vous le dites à personne. Vous envoyez pas le petit email, pour dire: «Eh, en fait, on a aussi des bonnes nouvelles». Donc passez vraiment de «je suis derrière mon ordinateur» à «je suis un facilitateur». Vous formez les gens autour de vous, vous sensibilisez là, les choses que je partage peut-être repartagez-les ou expliquez-le à votre façon. Voilà, donnez envie de collaborer, partager et pour moi, c'est ça, c'est communiquer. N'ayez pas peur de briller. Je vois beaucoup de personnes, pour être très sincère avec vous, moi, j'ai été directeur et manager pendant longtemps. Souvent, le sujet, j'ai beaucoup de femmes qui n'osaient pas se mettre en avant. Elles entendaient d'être trop parfaites avant de se dire: «Je mérite, d'avoir une promotion», par exemple. Donc n'ayez pas peur de vous mettre en avant. Moi, quand j'étais, immigré en Australie, j'avais aussi ce complexe d'immigré. Je ne suis pas un natif australien, donc j'ai peur de me mettre en avant, d'aller chercher la promotion derrière. N'ayez pas peur. Si vous êtes bon et vous le faites savoir sans jouer de la politique, eh bien, c'est super important et je voulais vraiment revenir sur ce sujet-là. OK? On a bientôt fini. Ça peut susciter des jalousies, mais à un moment, pour moi, oui, ça peut susciter des jalousies, mais à un moment, pour moi, j'ai jamais vraiment vu la compétition et si tu aides les gens et que tu es bon, pour moi, c'est naturel. Mais à un moment, quand l'opportunité arrive, il faut se positionner. Dire: «Je pense être la bonne personne et voici mon plan». Et je vois beaucoup de personnes qui attendent trop. C'est un peu le sujet du 7e, avoir une stratégie claire. À un moment, on n'a qu'une vie, donc c'est un peu que vous êtes amoureux de quelqu'un et vous allez attendre, qu'elle vienne vous chercher. Donc, je vais pas rentrer dans le débat trop amoureux, mais à un moment, si personne ne fait le premier pas, bah, il va rien se passer. Il va rien se passer. C'était mon cas pendant un moment. J'osais pas aller dire à une personne que je l'aimais bien. Donc à un moment, bah, elle savait pas. Donc, voilà, c'était, un sujet intéressant. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Je ne veux pas parler de l'amour aujourd'hui, ce sera le sujet d'un autre webinaire. Dans quelques années, j'en parlerai de qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mais je voulais d'abord revenir sur un sujet plus sérieux qui est: as-tu un plan de carrière? On reparlera de ces sujets-là après. Voilà, donc septième pilier, excusez-moi, je vais un peu vite, je raccourcirai pour les anglais, demain. Si vous devez partir, vous pouvez me rejoindre demain. Mais voilà, la première et la question que je pose souvent, c'est: est-ce que tu as un plan? C'est quoi ton plan? Que tu sois étudiant, employé, directeur, c'est quoi ton plan? Tu veux rester directeur? Tu veux être, à ton compte? Tu veux être consultant? Tu veux être, CEO? Tu veux rester directeur? Est-ce que tu connais tes forces et tes faiblesses? 2, est-ce que tu as une idée vague, mais tu sais pas trop? 3, bah, j'attends que mon entreprise me dise quoi faire. 4, je suis perdu. C'est anonyme comme réponse, donc je vous rassure. Mmh. C'est important d'avoir un plan. Vous allez courir un marathon. OK, je vais courir un marathon dans 1 an, c'est mon objectif. OK. C'est quoi le meilleur plan de carrière? Bonne question. Je vais essayer de vous aider un petit peu. En tout cas, pour moi, il faut retenir un mot, c'est proactif. Proactif. Faut pas être passif, faut pas attendre. Je vois des personnes qui elles attendent que l'entreprise ou qu'un poste se libère, mais j'attends. Heu, il y a de la patience bien sûr, mais entre quelqu'un qui va rester dans le même poste avec une augmentation, annuelle classique, qui va jamais rien demander, qui va pas non plus, vraiment essayer de faire l'effort de monter en compétence sur le sujet où il est patient, bah, il va avoir une progression lente et ça peut être OK si c'est ce que vous voulez.
Par contre, si vous avez une frustration en vous, vous dites non, moi je mérite plus, que ce soit dans les métiers, dans la mission, dans le salaire, etc. Bah, peut-être qu'il va falloir changer de position ou changer de domaine d'expertise aussi. Donc ça, c'était juste des petits exemples que je partage aussi dans ma vidéo salaire. Je ne vais pas revenir dessus très longtemps, mais voilà, une progression lente, coordinateur logistique, coordinateur supply chain, analyste, et puis à la fin, vous êtes responsable de service. C'est une progression lente qui peut être OK si c'est ce que vous voulez, mais voilà, ça s'appuie sur la promotion de l'entreprise. Plan de carrière accéléré, coordinateur logistique, et moi je me dis: «Tiens, par contre, j'aimerais bien faire demand planner». Bah, je vais me former en prévision ou en gestion de stock. Je vais aller chercher le job où je vais commencer à faire des prévisions dans mon petit service, je vais faire un petit Excel, puis je vais faire les prévisions de mon entrepôt. Puis il va dire: «Ah en fait, Édouard, il sait faire des prévisions. Bah, écoutez, vas-y, fais-en un peu plus» et puis en gros, tu t'ouvres la porte, bam, tu vas chercher l'opportunité et après ça se passe bien, tu fais la prévision, puis tu te rends compte que derrière la prévision, il y a S&OP manager et puis tu commences à être très visible dans l'entreprise et puis comme moi, j'étais S&OP manager, j'étais le facilitateur de l'entreprise et à un moment, il y a un poste de directeur qui s'est, libéré et là, j'ai été voir la RH, je lui ai dit: «Je pense être la bonne personne et voilà pourquoi et voici mon plan» et j'ai pas attendu qu'ils viennent me chercher. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres et vous voyez, j'ai pas attendu. J'ai pas attendu et je me suis déjà, préparé, formé avant et j'ai délivré et j'ai communiqué et derrière, quand le pour moi, c'est un peu une vague qui passe. Vous avez des vagues qui passent, un peu comme dans le surf. Vous la prenez ou vous la prenez pas? Mais vous la regardez pas trop passer, hein. Faut à un moment et c'est pas grave si vous tombez, vous dire: «Non, non, tu es pas prêt. Ah très bien, je suis pas prêt. Qu'est-ce qui me manque?» et demandez à votre manager ou RH: «Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour avoir ce poste-là?» «Ah ben tu es pas bon en communication. Très bien, on va améliorer ça» ou «Il me manque cette compétence». «Très bien, beh, je vais me former sur ça». Mais j'essaie vraiment de vous donner des exemples, d'être proactif et quand vous savez pas, demandez: «Pourquoi je suis pas encore prêt?» OK? Pareil, manager, vous pouvez être manager, vous pouvez aussi monter d'un niveau d'expertise. Vous n'êtes pas obligé d'être manager, mais vous pouvez aussi alterner. Moi, j'ai alterné entre les 2. Derrière, à la fin, c'est résultats et compétences. Tic, 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 vous faites comme ça. Tac, 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 tac. C'est comme ça que j'ai fait depuis, 15 ans. Puis des fois, et on ne fait pas toujours des années parfaites, hein, mais des fois on apprend et des fois on a des résultats, des fois on a les 2. C'est un peu un mélange des 2. Et je reviens sur cet exemple, vous avez pas besoin d'être un manager. Je le répète souvent parce que je vois beaucoup de stress par rapport au fait, «Ah, j'ai pas été manager donc je peux pas faire ça». Vous êtes pas obligé. Donc un plan de carrière proactif, je vous ai donné l'exemple de coordinateur, je vais un petit peu vite, mais vous l'avez déjà compris. Je voulais redonner un exemple, voilà. Décathlon, moi j'ai choisi la priorité, c'était vraiment d'apprendre et d'avoir des projets passionnants. J'ai fait une petite croix sur le salaire au début, et sur le statut social. Mais derrière, vous voyez la courbe, je suis parti à moins 40. Mais derrière, j'ai appris tellement de trucs. J'ai eu des projets hyper intéressants et je remercie vraiment Decathlon pour ça et mes patrons, que j'ai finalement rattrapé mes collègues de promo, d'école en termes de salaire, mais aussi en termes de liberté, de plaisir, de fun. Donc, à la fin, vous stressez pas trop sur, il faut que je sois le mieux payé tout le temps, mais négociez-le par contre à chaque fois. Négociez-le, ça veut dire moi j'ai mal négocié à Decathlon au début, j'aurais pu gratter 4 000 à 5 000 € en plus. J'avais les franchement, j'étais stressé, mais à la fin, 5 000 € quand je suis passé de S&OP manager à directeur, j'ai une augmentation de 70 000 $. Donc à la fin, bon, c'est pas 5 000 € qui ont changé ma vie, quoi. Et même si ces 70 000 $ non plus n'ont pas changé ma vie, mais bon, ça fait toujours plaisir pour s'acheter une nouvelle planche de surf. Donc voilà un peu pour ces exemples-là. Retenez ces courbes, même s'il y a pas de parcours parfait. Concentrez-vous vraiment sur la direction quand vous êtes clair sur ce que vous voulez. Dites: «OK, je veux être directeur supply chain». C'est quoi les 3-4 étapes que vous voulez faire, après, c'est quoi ce qui me manque avant d'être directeur? Je suis un analyste aujourd'hui. Qu'est-ce qui me manque? Ah ben faut d'abord que je sois, j'ai la direction, il faut d'abord que je sois demand planner. C'est quand même le métier stratégique en supply chain. OK, demand planner. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir demand planner? Ah, mais je connais pas trop en fait, je suis pas un très bon analyste. Je sais pas bien analyser, je sais pas faire des tableaux de bord. Je vais me former sur l'analyse de la performance. Ensuite, il y a beaucoup de gestion de stock dans le métier de demand planner là, donc je vais d'abord faire la gestion de stock. Très bien. Et ensuite, il faut quand même de la prévision. Donc je vais me former sur la prévision. OK, et je vais l'appliquer. Ensuite, tu es demand planner. Pareil, c'est quoi ton plan pour être manager? Je vais avoir des bons résultats, je vais créer un nouvel outil, je vais peut-être faire des petits projets, je vais former les gens autour de moi, je vais être visible dans l'entreprise et à un moment, je vais avoir cette opportunité. Peut-être que je vais être supply chain manager dans un petit groupe avant de retourner dans un gros groupe. Donc il y a plein ensuite d'alternatives, mais retenez vraiment ce côté, c'est quoi la direction? C'est quoi ce qui me manque? Et je vais y aller à mon rythme, pas obligé d'être directeur, mais
Faites la stratégie des petits pas, mais ne restez pas immobile. Ok, donc je reprends l'exemple de Nina. Nina, tu es toujours ici? Tu es toujours dans le chat? J'ai cassé ton visage parce que j'ai pas demandé ton. On en a parlé hier, j'ai pas eu le temps de demander ton autorisation. Voilà, tu es toujours là. Donc Nina, coordonnatrice logistique. On a eu un appel hier, donc elle a suivi une formation. Je fais des appels avec des membres qui terminent nos formations. Et elle me disait, je suis coordinatrice logistique et j'aimerais bien, mon rêve, c'est d'être SNOP manager, Sales and Operation Planning manager. Et je suis un peu bloqué en logistique. Et donc, j'ai regardé son LinkedIn hier. Il dit, oui, effectivement, il n'y a que du transport et de la logistique. En plus, tu n'as même pas mis en avant la formation Excel que tu as faite avec nous. Donc, ça, c'était vraiment, c'est un profil classique. C'est déjà, vous êtes trop enfermé dans une compétence qui peut être sous-traitée. Et en plus, vous avez d'autres compétences, vous êtes formé, vous ne les mettez même pas en avant potentiellement sur votre profil LinkedIn ou CV. Nina, je ne le prends pas à titre personnel, mais c'était juste pour accentuer le côté. Ça ne suffit pas d'être bon, il faut le montrer aussi. Il faut le montrer et vous avez des résultats. Donc, si je reprends ton exemple, Nina, que j'ai fait hier soir après t'avoir discuté avec toi, on en a parlé hier. Tu veux être SNOP manager. Moi, le parcours que je t'ai recommandé, aujourd'hui, tu étais coordonnatrice logistique, tu cherches un travail à la fin de ton CDD. Moi, le côté analyse supply chain, je trouve que c'est un métier intéressant, mais il peut en avoir d'autres. Demand planner, ça va être compliqué parce que tu n'as jamais fait de prévision encore. Donc là, tu t'es déjà formé pour être vraiment très forte sur Excel et sur la partie data. Donc bravo. Ensuite, là, tu es en train de te former avec nous sur la gestion de stock, c'est super. Et derrière, et je le dis avec nous ou avec quelqu'un d'autre, il y a vraiment le sujet analytique qui est stratégique et les prévisions pour ensuite viser un poste de demand planner. Moi, je te conseillerais, Nina, à un moment de faire le métier à temps partiel ou temps complet de chef de projet, parce que c'est toujours stratégique de faire de l'opération et du projet avant de cibler dans quelques années le métier de SNOP manager dans un grand groupe. Donc ça, c'est un exemple que je donne pour Nina. Je ne sais pas si c'est clair, c'était ce qu'on avait dit hier, Nina, je ne sais pas si ça résonne avec toi encore aujourd'hui. En tout cas, moi, je trouve que tu es déjà dans la bonne voie. Et j'invite tout le monde à se poser cette question-là, de refaire ce schéma-là. Si vous n'avez pas eu de discussion avec moi, parce que je l'ai fait avec beaucoup de gens, en gros, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour avoir ce que vous voulez? Et en tout cas, d'être proactif comme Nina sur dire, OK, j'en suis là, j'ai quelques faiblesses, je vais les corriger et je vais être plus que les faiblesses, je vais aussi renforcer mes forces pour aller chercher le métier que je vise. Donc, écoute, Nina, tiens-nous au courant sur ces prochaines semaines, comment ça se passe pour toi. Donc voilà, donc à la fin, juste pour terminer, comment gagner plus? Vous n'êtes pas nombreux à être vraiment concentrés que sur ça. Merci Olivier pour ceux qui partent. Je vous partagerai les 2 bonus à la fin que je vous ai dit et le petit cadeau. Donc restez encore un tout petit peu. Mais la dernière question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes payé à votre juste valeur? Est-ce que vous êtes trop payé? Dans ce cas-là, vous pouvez m'offrir un croissant à la fin de ce webinaire. Je vous donnerai les coordonnées. Je suis satisfait. Je mérite mieux. Je suis sous-payé. Je suis exploité. Je suis trop payé. Ah, intéressant. Il ne faut pas le dire. C'est confidentiel. Je ne partagerai le nom qu'à votre employeur ou je négocierai avec vous un virement bancaire pour ne pas communiquer l'information. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir les résultats. Il faut savoir que généralement, les Français ou les Franco, enfin, surtout les Français, là je parlais, sont jamais contents. Donc généralement, on n'est jamais assez bien payé. C'est une question, généralement, c'est rare d'avoir. Moi, je faisais beaucoup d'enquêtes sur ces sujets-là en tant que directeur. Généralement, la plupart des gens sont jamais 100% satisfaits, mais on a quand même 30% des gens qui sont satisfaits de ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a et pas toujours chercher ce qu'on n'a pas. Voilà, il y a quand même des gens exploités ou sous-payés. Et c'est intéressant déjà d'avoir une idée. Comment gagner plus? On en reviendra dans la partie questions-réponses à la fin. Il faut déjà avoir les jobs les plus stratégiques. Les industries, ça joue quand même. Clairement, si vous êtes dans un sous-traitant logistique, ça joue. Mais après, derrière, il faut avoir les bonnes compétences. Il faut avoir des bonnes performances. Il faut aller chercher votre opportunité. Il ne faut pas être passif. Je le disais vraiment, c'est vraiment montrer à l'entreprise que vous valez plus que ce que vous faites aujourd'hui, mais aussi quand une opportunité arrive, d'aller la chercher. Ça peut être l'augmentation. À la fin de l'année, si vous pensez que vous méritez mieux, demandez. Et expliquez surtout pourquoi. Pas juste du chantage. Si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais. Alors ça, le chantage, ça marche pas et ça vous grille souvent dans la boîte. Par contre, expliquez vraiment
pourquoi vous méritez mieux et surtout qu'est-ce que vous allez apporter encore plus dans ce nouveau métier ou avec ou l'année prochaine, c'est hyper important de rassurer, de ne pas être une source de problème ou de stress pour votre manager. Donc vraiment, allez chercher ce que vous méritez et vous n'avez pas besoin d'être un loup, comme le loup de Wall Street. Demandez déjà, moi le mieux, ce que je préfère, et c'est vraiment ce que je recommande toujours, c'est demander à votre manager, ou si vous êtes directeur, dites-le à vos équipes, comment je peux devenir un potentiel top performer? Posez cette question tout simplement. Soyez précis et demandez que la réponse soit précise. Ensuite, il va vous dire, bah, il faut que tu aies fait ça, ça, il faut que tu sois comme ci, comme ci, comme ça. Très bien. OK, les objectifs sont clairs. Et derrière, bah, demandez des feedbacks réguliers, pas qu'une fois par an, chaque mois. Ah, mais ça ne te dérange pas, juste pour être sûr que je suis dans la bonne direction. Voilà, OK, tu veux que je mette en place un outil de prévision? Très bien. Est-ce que tu pourras me donner des feedbacks, qu'on puisse le tester ensemble? Ou j'améliore ma communication. OK, tu pourras venir à un meeting, me dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Ou peut-être, est-ce que tu peux m'aider à financer une formation pour que je sois meilleur sur ça? Ensuite, voilà, vous dépassez vos objectifs, vous les atteignez. Et ensuite, vous leur rappelez, ben voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai même été au-delà et donc je pense que je mérite une augmentation, une promotion. Donc ça c'est vous voyez, c'est une manière très positive, d'aller chercher. Puis on veut toujours avoir moi quand je suis, dirigeant, j'ai envie d'avoir des gens qui ont faim, qui ont envie d'aller plus loin, mais pas juste qui râlent en disant qu'ils sont pas contents, OK? Donc c'est important. Je redis toujours, ne cessez jamais d'apprendre et d'appliquer ce que vous faites. Et bloquer du temps. Moi, chaque semaine ou chaque mois, j'apprends. J'ai des créneaux dans mon agenda pour apprendre ou explorer des nouveaux sujets. C'est aussi pour ça que j'arrive à faire des nouvelles formations, parce que je me bloque du temps pour apprendre ou pour discuter avec des experts ou faire des webinaires comme je suis en train de le faire avec vous, où j'assiste de mon côté, etc. N'oubliez pas le pouvoir de l'effet cumulé. Si vous apprenez 2 heures par semaine, si vous essayez de mettre en place un nouvel outil 2-3 heures par semaine, si vous le faites tous les jours, toutes les semaines pendant 5 ans, l'effet cumulé, il est considérable. Il est considérable. Et donc l'enjeu dans nos métiers, c'est de ne pas être trop pris par les opérations, par le stress quotidien et de toujours laisser ce temps pour apprendre, pour pratiquer et aussi pour prendre soin de vous d'un point de vue physique et mental, pour pas être non plus trop fatigué et bien dormir la nuit et profiter de la vie. Mais l'effet cumulé, moi, j'ai jamais cessé d'explorer et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une richesse de connaissances parce que j'ai rencontré, appris plein de trucs. Et donc, je vous invite vraiment. C'est juste mon parcours qui peut être un peu impressionnant ou au contraire peut-être pas du tout inspirant. Mais voilà, je pense que j'ai un côté curieux, explorateur et je continuerai à explorer ces prochaines années. Et voilà, aujourd'hui, voilà, j'étais directeur. C'était pas un métier passionnant pour moi. Pour moi, il y avait trop de gens, trop d'opérations, trop de meetings. Ensuite, j'ai fait consultant, puis instructeur, professeur, hein, entrepreneur. Je me considère plus comme un créateur aujourd'hui, sous toutes ses formes. Et on va continuer à explorer ensemble avec ABC Supply Chain. Pour revenir à la question du départ, c'est qui m'inspire aujourd'hui? Donc j'ai beaucoup changé mes modèles. Juste pour vous donner quelques exemples, Frédéric Laloum m'inspire beaucoup encore aujourd'hui sur comment il le fait et sans forcer. Son livre Reinventing Organization est pour moi très inspirant. Naval, quelqu'un parlait de Naval, c'était Clément qui parlait, Hugo qui parlait de Naval. Je ne sais plus qui parlait, les deux sont très proches. Voilà, moi je suis très inspiré par un entrepreneur, Naval Ravikant, qui a des messages très forts sur comment être en paix et avoir de la richesse sous toutes ses formes. Voilà, moi je suis beaucoup inspiré par des personnes qui sont décédées mais qui m'inspirent, notamment Leonardo de Vinci qui mélange à la fois l'art, la science, l'observation de la nature pour en tirer des conclusions scientifiques. Et, moi, j'apprends beaucoup des lectures de Leonardo de Vinci, de ses cahiers par rapport à ça. Alan Watts, aussi très inspirant sur le sens dans la vie. Michael Singer pour le détachement. Et j'apprends beaucoup avec les arbres. Je trouve que l'écosystème des forêts est passionnant. Et un jour, peut-être que je ferai un sujet sur comment vit une forêt à une entreprise. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de trucs. Voilà, c'est des gens qui m'inspirent. Et j'irai dans cette direction. Je ne sais pas encore où j'irai après, mais pour l'instant, je m'éclate bien à faire ce webinaire avec vous. Donc voilà, on arrive quasiment à la fin. Je vais vous donner aussi les deux petits cadeaux. Et on est déjà très nombreux à se connaître déjà, donc je vais aller assez vite sur ce sujet-là. Mais si vous voulez devenir un expert ces prochaines semaines, eh bien, j'ai plusieurs annonces à vous faire avant de vous présenter les petits cadeaux. Voilà, nous, ABC Supply Chain, on est une école. Hein.
On aide les gens. Au lieu de faire à votre place, on va vous aider à le faire. Moi, je vais vous partager avec des experts avec moi comment devenir un expert et un leader sur vos sujets. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ces compétences stratégiques qui m'ont beaucoup aidé. Eh bien, les amis, vous le savez probablement déjà, mais sur ces compétences vertes, là, les vertes, on a créé une méthode et une formation qui va vous expliquer comment vous aussi devenir un expert en quelques semaines seulement. Donc sur Excel et Data, sur l'analyse de performance, sur la gestion de stock, sur la prévision. Et il faut savoir qu'on traite aussi dans ces formations, par exemple, on a de la finance dans la partie prévision, on a de la gestion de stock avec le lean manufacturing, donc on va aussi traiter de manière plus faible, mais toujours là, des autres compétences. On fait des tableaux de bord dans Analytics de l'entrepôt du transport, mais vraiment, je voulais vraiment, depuis en fait 8 ans, j'ai créé des méthodes avec des experts pour vraiment prendre un raccourci et dire c'est quoi ce que j'ai besoin de savoir et les outils que j'ai besoin pour pouvoir moi aussi devenir un expert sur ces sujets qui m'ont aidé toute ma carrière. Et donc, j'ai intégré beaucoup de savoir-être sur ces sujets-là. Et vous l'avez vu aussi dans ce webinaire, j'ai essayé d'avoir une approche assez holistique, pas que sur c'est quoi la formule Excel ou la formule de safety, de stock de sécurité. Et pour moi, l'idée, c'est d'avoir vraiment une approche holistique et je vous donnerai aussi, vous me connaissez déjà, vous êtes nombreux à déjà suivre nos méthodes, pas seulement savoir le faire, mais savoir aussi comment le communiquer et devenir la personne qui va aussi briller et faciliter ce que vous faites dans l'entreprise. Donc par rapport à ça, on a des compétences voilà, que vous pouvez aussi développer en quelques semaines. Et c'est la première fois, les amis, qu'on sort un nouveau cours qui est aussi accessible. Donc ça faisait un moment, on avait fait pas mal d'enquêtes auprès de vous. On a des compétences vraiment d'experts qui sont vraiment dédiées pour les professionnels et les experts. Mais voilà, vous êtes certains à nous dire, ouais, moi j'aimerais bien essayer d'abord quelque chose de plus accessible et aussi plus rapide. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer un nouveau programme qui s'appelle SM Foundation, qui va vous donner les compétences fondamentales en supply chain, de comprendre la supply chain, manipuler les données, analytique, la gestion de stock, la prévision, donc toutes les fondations qu'on traite déjà à un niveau très expert, mais là vraiment pour vraiment mettre un premier pas et de manière extrêmement accessible pour l'ensemble d'entre vous si vous n'avez pas encore essayé nos méthodes ABC Supply Chain. Donc je suis super fier de ce nouveau bébé qui est tout récent, qu'on a terminé hier soir. Et en gros, voilà, si vous êtes curieux de continuer avec nous ou avec d'autres, moi, clairement, j'ai une approche qui est concrète avec des exemples, mais vous pouvez le faire avec d'autres. Nous, on a vraiment 3 niveaux maintenant de la ABC Supply Chain, du niveau fondation, professionnel à expert. Et en fonction de l'importance que ça a dans votre métier, du temps que vous avez à mettre pour vous former, des outils que vous voulez récupérer et que j'utilise au quotidien et de l'investissement que vous êtes prêt à mettre, voilà, on va de 100 € à plus pour avoir beaucoup plus d'expertise. Et bien maintenant, on a le catalogue qui est enfin complet pour vraiment répondre à tous vos besoins. Donc les cadeaux, le premier cadeau, c'était cette remise exceptionnelle que je vais vous donner, mais il y a un cadeau qui est vraiment cool, que je voulais vous partager, qui est aussi tout nouveau. C'est peut-être que vous me dites, mais Edouard, je ne sais pas, c'est quoi le truc le plus important que je dois faire en premier, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Franchement, vous pouvez vous former avec quelqu'un d'autre. Moi, je recommande toujours de mixer différents formateurs et différentes approches pédagogiques. Mais clairement, quelles compétences choisir? Et donc, c'est un tout nouveau projet qu'on a terminé avec l'équipe, avec Eric, hier soir à minuit 30. On l'a testé. Merci pour la séance tardive. On a terminé un bilan de compétences gratuit qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous êtes bon, où est-ce que vous n'êtes pas bon. Et donc, on va vous donner un score, un pourcentage sur les compétences stratégiques. Et clairement, sur ces compétences stratégiques, je vais vous donner un score de 0 à 100%. Et moi, j'ai un score total, vous allez voir, à peu près 97%. Je ne suis pas à 100%, parce que je ne suis pas encore un expert sur le machine learning. Mais je vais vous envoyer, si vous devez partir, on va vous l'envoyer à la fin du webinaire. Je ne veux pas que vous le démarriez tout de suite avant qu'on termine. Mais on va vous envoyer par email pour remercier un bilan de compétences gratuit. Vous pourrez recevoir vraiment un rapport complet sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, que vous soyez déjà un expert, un directeur, un début de carrière. Ou est-ce que vous êtes déjà bon dans ce que vous faites? Et vous pourrez vraiment avoir un objectif sur, ah ouais, en fait, sur la partie gestion de stock, je suis qu'à 13%, alors que Edouard, il est à 95% ou 100%, j'ai encore du travail à faire, alors que peut-être sur la partie logistique distribution, vous êtes déjà à un bon niveau. Donc, on vous enverra tout ça. Je vois déjà des gens qui partent juste après. Et si vous êtes déjà un manager ou un directeur, on fait aussi des audits de compétences d'équipe et on peut former l'ensemble d'une équipe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. On vous expliquera comment ça se passe.
Donc en tout cas, merci pour tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début et qui nous ont rejoints. Pour ceux qui vont vouloir nous rejoindre, vous avez jusqu'à vendredi avec la remise spéciale et le nouveau bébé SM Foundation, si vous êtes curieux. Merci pour tous ceux qui nous font des feedbacks aussi depuis le début. Donc j'espère que vous avez apprécié cette masterclass. Et pour moi, le sujet super important, c'est de savoir où on va et quelle est la stratégie. Je vous rappelle, vous avez un bilan de compétences gratuit, tout nouveau. Vous pouvez vraiment avoir une idée très claire sur vos forces, vos faiblesses. Vous pourrez avoir un score. Et moi, mon score aujourd'hui, il est de 98%. Donc je serais curieux de savoir si vous êtes, comment vous vous situez dans ces différentes compétences. Et on vous donnera aussi des recommandations pour aller plus loin. Et si vous voulez justement aussi aller plus loin avec nous, on a notre catalogue de formation complet sous la vidéo où on vous aidera à passer d'un niveau de fondation professionnelle à expert en seulement quelques semaines avec des exemples et des outils méthodes concrets. Donc allez jeter un œil si vous êtes curieux, et si vous voulez en savoir plus sur les métiers et salaires, on a créé un guide complet pour vous expliquer vraiment tous les parcours, les métiers et les salaires pour vous donner aussi plus de clarté. Donc merci encore une fois pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit like. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus.